Nous allons terminer, non pas ces deux dernières conférences de cycle de cette année par les requins. Nous les avions commencé par les requins. L'année 2014 a été consacrée aux requins. Et là, nous allons terminer ces deux dernières conférences par les requins. L'un des deux conférenciers, vous le connaissez bien, François Sarano, qui a déjà fait justement une conférence lors du cycle requin 2014. Et il sera accompagné aujourd'hui d'un autre spécialiste requin, un biologiste marin, Primo Micarelli, un collègue qui dirige également un aquarium à Mondomarino en Italie. Alors, quelle est la différence par rapport aux autres conférences requins? Nous avons parlé des requins dans le monde entier, mais savez-vous qu'il y a aussi des requins en Méditerranée? Certains d'entre vous diront « mais oui, bien sûr », mais bien des gens l'ignorent. Nous avons donc un grand nombre d'espèces de requins en Méditerranée, mais aussi le grand requin blanc. Et s'il y a 100 ans, ceux-là étaient bien nombreux et un grand nombre d'espèces étaient présentes en Méditerranée. Aujourd'hui, on en trouve bien moins et beaucoup sont menacés, en commençant par le requin blanc. Pourquoi? Puisque les ressources ont beaucoup diminué et ceux qui ont eu le plaisir de suivre nos conférences cette année ont pu comprendre pourquoi ce déclin. Quelques mots donc, je disais, Primo Micarelli, donc, qui est un biologiste marin, qui a fait aussi une partie de ses italien, mais français également, qui a fait ses études aussi à l'Ifremer. Il a un doctorat de biologie. Il dirige donc un aquarium qu'il a fondé lui-même à Sienne, Mondomarino. Et il est membre de l'Union des conservateurs des aquariums. C'est pour ça que nous sommes collègues et nous nous connaissons bien. Dans ce milieu, de toute façon, tout le monde se connaît. Mais c'est aussi un passionné des requins, puisqu'il travaille avec toutes les universités italiennes sur les requins, et plus particulièrement sur le requin blanc. Il travaille aussi en Afrique du Sud avec les plus grands spécialistes et travaille également avec François Sarano. Ce duo va démarrer par une présentation que fera d'abord Primo et puis François prendra la relève. Je fais quand même quelques mots, même si tout le monde te connaît, et je vais essayer cette fois de ne pas me tromper pour ceux qui étaient présents la dernière fois. Donc François, lui, il est né avec un masque sur la tête. Voilà. De toute façon, dès qu'il a pu mettre la tête sous l'eau, il a passé sa vie sous l'eau, et donc très naturellement est devenu lui aussi biologiste marin. Mais plus que de la recherche, il a préféré être plus dans la sensibilisation, dans l'image, dans le transfert au grand public. Et il a créé pour ça son association Longitude 181. Cette fois, je ne me tromperai pas, ce n'est pas le cas la dernière fois. Et puis, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vite vous rafraîchir la mémoire. Il a été dans cette scène mythique du film Océan de Jacques Perrin, où on le voit nager très paisiblement, une vision féerique de cette nage du requin blanc avec François Sarano à côté de ce grand requin. Aujourd'hui, il va aussi nous parler, donc en compagnie, en duo avec Primo, de ce requin blanc, d'un film qu'il a réalisé. Alors, que je ne dise pas de bêtises, il a écrit le film, pas seulement lui-même, mais aussi avec... Oh! Non, le nom, je le connais. C'est Stéphane Granzotto. Excuse-moi, lui, il est moins connu que toi. Hein. Oh, non, par moi. Il fait beaucoup plus de films que moi. Eh ben alors, toi, tu communiques plus. Bon, Méditerranée, le royaume des requins, le royaume perdu des requins. On ne va pas vous le passer dans son intégralité, sinon vous n'auriez pas le plaisir d'entendre nos deux conférenciers, mais il y aura des extraits qui seront commentés, et puis nous comptons bien sûr sur votre participation active. Je laisse la place à nos deux conférenciers et vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci. Bonsoir à tous, merci Nadia et merci surtout aux organisateurs, des responsables de l'Institut océanographique pour nous donner cette possibilité ce soir de parler d'un ami que nous avons en commun et que c'est bien les grands requins blancs. Donc, accuser requin blanc, levez-vous, c'est effectivement ça que malheureusement il faut dire parce que tout le monde a une image très négative de cet animal et ce soir on va essayer de le mettre dans une nouvelle dimension pour essayer de vous le faire accepter un peu plus. Tout d'abord, par contre, je vais présenter mon groupe. Alors,
Voilà. Nous sommes au Centre d'études des requins, c'est un petit groupe de chercheurs, on est 2 biologistes et un naturaliste, plus un nombre assez important de stagiaires volontaires et étudiants qui nous suivent dans nos activités de recherche sur les requins. On a des collaborations avec plusieurs universités, comme disait Nadia, université italienne de Siena, Calabrie et Bologne, et une très importante collaboration avec l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud pour développer des activités pour le moment concentrées sur les requins blancs. On fait partie aussi de l'association Shark Alliance, etc. Nos recherches sont focalisées sur la biodiversité, la biologie générale des requins, la biologie des requins blancs, etc. Et dans ces années d'activité, on a permis à 19 jeunes étudiants italiens et français aussi de réaliser leur maîtrise sur les requins blancs. Il y a eu, il y a 2 ans, une étudiante de l'université de Toulouse, une vétérinaire, qui a pu faire sa thèse justement sur ça. Alors, Carcharodon carcharias, le nom ne l'aide pas du tout, notre requin, parce que la signification est dent en forme de rasoir. Et essayons de le connaître un peu plus, parce que si on ne connaît pas l'animal, après c'est difficile aussi comprendre pourquoi on doit le défendre. Donc c'est un animal qui peut atteindre une longueur assez importante, et d'ailleurs les plus grands, il a été pêché en Méditerranée dans les années 80. La dimension maximale avait été indiquée en 715 cm, mais les biologistes sont encore en train de discuter entre eux, donc c'est pas très sûr, mais il était sans doute un animal d'environ 7 mètres de longueur en Méditerranée. C'est une espèce qui peut vivre à des températures comprises entre les 8 et 25 degrés. On a aussi, mais malheureusement ne sont pas certifiés, des chercheurs qui parlent de l'avoir vu en Antarctique, donc c'est très intéressant ça aussi. Et il peut atteindre une profondité de 1100 mètres, une chose qu'on sait depuis quelques années. Il a des habitudes côtiers pélagiques, c'est-à-dire c'est un animal qui il est capable de vivre au large, mais il peut s'approcher aussi des côtes. Et en Afrique du Sud, il peut arriver juste à 50 cm de profondeur aux côtés des plages. L'alimentation est différenciée parce que quand il est immature, et on parle d'immaturité pour les mâles jusqu'à 350 cm, pour les femelles jusqu'à 450 cm, il est ichthyophage, donc il a une préférence pour les thons, les espadons, surtout, et aussi les cétacés comme les dauphins, qui ne sont pas des poissons. Quand il devient mature, la préférence est plutôt pour les mammifères. Il continue aussi de s'intéresser aux thons, etc. Mais il y a une préférence pour les mammifères marins, dont en particulier les lions de mer, les phoques, etc. Il présente une caractéristique très particulière qui est celle de la endothermie régionale, c'est-à-dire qu'il est capable, comme certains poissons, de garder la température constante par rapport à l'environnement, la température ambiante, entre 8 et 14 degrés. Ce qui est très important dans ces cas, et différemment des autres poissons, qu'il arrive à maintenir cette température plus élevée par rapport à la température de l'environnement, au niveau pas seulement du cœur et de l'appareil digestif, mais du cerveau. Pourquoi ça? C'est une des choses qui nous intéresse, que nous n'avons pas complètement clarifié, mais c'est quelque chose sur lequel plusieurs équipes de recherche dans le monde travaillent. Et comme origine, pour l'instant, on estime qu'il a environ 15 millions d'années. Il est au summum de la chaîne alimentaire. Ici, c'est l'exemple du coin où on travaille le plus souvent sur le terrain, c'est-à-dire en Afrique du Sud. Les proies typiques de ces animaux sont surtout les autres requins aussi, les dauphins, les phoques, aussi des petits poissons, ils ne les désignent pas, les anchois, et malheureusement de temps en temps aussi avec les pingouins, où on a eu l'impression parfois qu'ils jouent, quand ils sont jeunes, pour s'exercer dans les activités de prédation. La distribution du requin blanc, je dis, est liée à la température, donc entre les 8 et les 25 degrés. Mais on a 8 points dans le monde où il est
plus fréquents. Et un de ces points est bien entendu la Méditerranée. On a les États-Unis, la partie ouest et est, en face du Chili en Amérique du Sud. Les plus importants, c'est sans doute l'Afrique du Sud, on en parlera ensuite, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Ce sont les 8 coins où on peut trouver plus facilement des requins, où il y a des populations plus importantes. On a vu très récemment qu'ils étaient des animaux capables de faire des migrations très importantes directement de l'Afrique du Sud à l'Australie. Ça, c'est une étude qui a été faite par des chercheurs américains et sud-africains et qui ont été publiées assez récemment, parce que ça fait même pas 10 ans, en 2005, qui montre que Nicole, ainsi était appelée la femelle de 5 mètres qui avait été marquée par ces groupes de recherche, a pu faire une migration entre l'Afrique du Sud et l'Australie en 6 mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu observer que dans la migration, il a une natation dénommée yo-yo, c'est-à-dire qu'il peut atteindre les 1000 mètres et remonter en surface. On ne sait pas pourquoi, il y a plusieurs hypothèses. Rechercher des courants favorables ou plutôt chercher des proies ou suivre les magnétismes pour s'aider dans les mouvements, mais on n'a pas de réponse définitive à ces sujets. Venons au problème principal des requins blancs, c'est-à-dire les considérer nos ennemis en particulier. Si en fait on regarde les statistiques, et après François il vous montrera encore des données plus récentes, celle-là est une slide faite par le professeur Compagnon qui fait partie de notre comité de recherche du centre d'études et qui est le plus important expert au monde des requins et qui a travaillé aussi sur les requins blancs et qui nous a donné cette slide. Les données concernent entre 90 et 99, mais ne sont pas trop changées dans les temps. Mais ce qu'on peut voir, que les requins blancs, il n'est pas responsable d'un grand nombre d'attaques. Sur les 10 attaques annuelles mortelles, il n'y en a même pas 4-5 qui sont dues au requin blanc. Mais bon, si on regarde des autres espèces, beaucoup moins considérés par tous, sans doute les résultats sont beaucoup plus inquiétants pour nous. C'est surtout le contraire qui devrait nous faire penser, c'est l'action de l'homme sur ces animaux. Chaque année, plus de 100 000 requins y sont pêchés et plus d'1 million de tonnes par an, elles sont prélevées en mer des requins en général. Ça ne concerne pas seulement les requins blancs, bien entendu. On a environ 1000 espèces de requins, dont 48 en Méditerranée. Mais parmi toutes les espèces de requins, qui concernent aussi les raies, etc., il y a malheureusement cette exploitation abnorme de l'homme qui est en train de provoquer une véritable réduction très importante des requins et en particulier du requin blanc. Ça, c'est l'image que malheureusement nous avons tous du requin blanc. C'est celle-là qui nous agace un peu, bien sûr. C'est celle qui passe le plus souvent à la télé, celle qu'on voit plus récemment. Maintenant, je vous montre la raison de nos peurs ataviques, c'est-à-dire d'être mangés. Ça, ce sont des reprises que nous faisons pendant nos activités pour des autres motifs, mais j'ai voulu vous montrer aussi pour faire passer la vision de la peur qu'il peut nous faire les requins blancs et qui est liée à quelque chose d'ancestral qui est à nous, c'est-à-dire la peur d'être mangé. Alors, les lieux d'étude du requin blanc. Notre équipe, elle travaille surtout en Afrique du Sud, mais aussi en Méditerranée. Pourquoi en Méditerranée? Parce qu'en Méditerranée, on en a eu des requins blancs une quantité importante. Malheureusement, dans les derniers siècles, on a eu une réduction assez importante du nombre de ces animaux et on s'approche probablement à un niveau d'extinction pour ces animaux en Méditerranée. On a un gros manque d'études. Notre équipe a fait par contre une petite étude en collaboration avec un groupe international méditerranéen qui fait partie du programme MEDLEM, Large Elasmobranch Monitoring,
qui a permis d'avoir des informations sur les repérages entre le XVIIe siècle et 2009. Je vais vous donner en particulier ces données. Toutes ces années, on a eu 128 repérages certifiés, dont on a vraiment des informations importantes sur les dimensions des animaux, des photos, des dessins, qui nous certifient effectivement que ces animaux ont été vus. La plupart de ces repérages sont entre 1961 et 2009, les 55%. Ceci est dû au fait aussi de l'attention plus importante que les scientifiques et des autres, et l'organisation de pêche font à cet animal et qui nous a permis d'avoir un peu plus de renseignements. Parmi ces 128 repérages, on a pu voir qu'il y a 36% d'animaux immatures, c'est-à-dire inférieurs à 350 cm. Et malheureusement, on n'arrive pas bien à voir la slide. Et 48% d'animaux matures, c'est-à-dire supérieurs à 350 cm. Et on a aussi un 15% dont la maturité n'est déterminée, mais qui sont supérieurs à 350 cm. Les nombres plus importants des repérages concernent surtout le sud de l'Italie, c'est-à-dire la Sicile, et aussi la Sardaigne et la Calabrie. Mais on a un nombre assez important aussi dans la partie haute de la Tyrrhénienne, entre la Toscane et la Ligurie. On a aussi des données qui concernent les présences en hiver et en été, et aussi les dimensions. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des animaux, on a pu voir des animaux très petits, c'est-à-dire qu'il y a possibilité qu'en Méditerranée se trouve un lieu de reproduction de ces animaux. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé aussi des animaux entre 1,60 m et 1,70 m, c'est-à-dire des très très jeunes qui n'ont même pas un an de vie. Celle-ci est la slide d'un de nos étudiants qui est en train de faire maintenant sa thèse doctorale et qui a terminé sa maîtrise sur la partie génétique des requins méditerranéennes. C'est une étude assez importante qui a été faite sur un total de 21 spécimens qui sont muséalisés. Pourquoi ça? Parce qu'on a du mal à travailler avec les animaux en mer. Et donc, pour commencer, on a voulu faire une étude qui concernait les animaux muséalisés qui ont été pêchés tout au long des côtes italiennes. Et les résultats sont assez intéressants parce qu'ils nous montrent que ces animaux qui ont pensé, des autres études, être originaires de l'Afrique du Sud, ont une origine plus lointaine et probablement ils sont très proches des populations de l'océan Pacifique. Donc la thèse qui a développé notre étudiant Agostino Leone avec l'équipe du professeur Tinti de l'Université de Bologne, c'est que les requins méditerranéens ne sont pas en provenance de l'Afrique du Sud parce qu'ils n'ont pas une ressemblance génétique importante avec eux, mais c'est au contraire une population qui a bougé et en provenance surtout de l'océan Pacifique, il y a 3,6 millions d'années quand il n'y avait pas de blocs entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et qui a pu passer directement en Méditerranée. Donc la population méditerranéenne est plus proche de la population pacifique que de celle de l'Afrique du Sud, qui semble être en tout cas la plus ancienne en termes génétiques. En ces années, on a accumulé un nombre assez important de données qui nous ont permis de réaliser un certain nombre de publications sur différents aspects de la biologie de cet animal. Et en particulier, on a pu faire récemment une étude malheureusement assez inquiétante sur les niveaux de pollution de ces animaux. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur 13 exemplaires prélevés en Afrique du Sud
les coins où on avait plus de chances de pouvoir avoir un nombre assez important d'animaux. Et on a trouvé un niveau de pollution très élevé, qui est très élevé aussi par rapport aux études qui ont été faites. Nous, on l'a présenté en 2012, les dernières études, ils étaient 2005, du professeur Jeremy Cliff. Et nos études ils ont montré une augmentation très très importante du niveau de certains polluants, comme les DDT, les PCB, etc., dans ces animaux. En plus, ce qui est assez inquiétant et qui a donné la possibilité à Simone Rizzuto, un de nos étudiants qui partira dimanche prochain pour faire sa thèse doctorale en Afrique du Sud pour un agrément entre l'Université de Sienne et de Stellenbosch, d'évaluer quelque chose qui nous étonne. C'est-à-dire qu'on a eu un échantillon d'un mâle de 1,80 m, donc un mâle jeune, immature, qui présentait la vitellogénine. La vitellogénine, c'est un hormone que normalement on trouve dans des femelles matures en ovulation. Sans doute c'était un seul cas, mais c'était suffisant pour nous activer et développer cette thèse doctorale pour approfondir la situation, parce que avoir un mâle avec des hormones femelles en état d'immaturité, c'est sans doute quelque chose d'assez inquiétant qu'il faut approfondir. Nos études concernent aussi, et c'est très important cette partie, l'éthologie du requin blanc. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas beaucoup jusqu'à il y a 10-15 ans. On avait l'idée que les requins blancs, c'était des animaux très solitaires, qui ne réagissaient pas entre eux. Donc une image vraiment différente de celle qu'on est en train de construire maintenant. Nous, on travaille, comme je disais, sur le terrain, malheureusement, en particulier en Afrique du Sud, et on observe leur comportement, qui est dit en anglais un comportement de scavenging, c'est-à-dire quand un prédateur il cherche des animaux qui sont affaiblis, ils sont blessés ou morts directement. C'est une activité normale pour les requins blancs parce qu'ils se nourrissent aussi de ces carcasses, etc. Et donc on peut les étudier parce que c'est facile de les approcher dans ces situations. Donc on a pu voir soit les comportements de prédation, soit les comportements sociaux. Ce qui est intéressant, et on est en train de réaliser un cadre petit à petit toujours plus complet, c'est des rapports intraspécifiques, c'est-à-dire ces animaux ont un langage très compliqué qui leur permet d'interagir et de réduire toujours à néant les conflits entre eux. Il nous arrive d'avoir en même temps autour des bateaux même 7, 8, 10 différents requins qui essaient de rattraper une seule proie. Eh bien, il n'y en a jamais deux qui attaquent en même temps. Ils savent quand c'est leur tour. Pourquoi? Parce qu'ils communiquent entre eux et ils éliminent toute possibilité de conflit. Bien sûr, les possibilités de conflit, pour eux, ça serait quelque chose d'extrêmement grave. Ce sont des animaux extrêmement puissants et une attaque d'un requin blanc de 5 mètres sur un petit de 2 mètres, ou même sur un peu plus petit, peut être fatale selon la position où ça arrive, cette attaque. Eh bien, ceci n'arrive pratiquement jamais. Il y a des exceptions, mais extrêmement rares, et ce qui est très différent du comportement de beaucoup d'autres espèces de requins. La plupart des carcharinidés, ils s'affolent sur une seule proie. Avec le requin blanc, ceci n'arrive jamais. Donc c'est un aspect que nous considérons très intéressant, que nous sommes en train d'approfondir, qui est peut-être aussi lié au fait que je vous disais tout d'abord, c'est-à-dire l'endothermie régionale, la présence au niveau du cerveau d'une température plus élevée. Pourquoi il doit fonctionner mieux son cerveau, qui bien sûr il reste toujours un cerveau d'un requin, donc un développement qui n'est jamais comparable à celui des mammifères supérieurs, mais qui présente des aspects, à notre avis, très très intéressants et que nous sommes en train d'approfondir dans le temps. Là, je vous montre aussi quelques images qui nous permettent de voir un petit peu ces comportements sociaux dont je vous parlais. Sur la gauche, on voit un grand qui s'est éloigné dès qu'il s'est approché un petit, donc ce n'est pas sûr que ce soit toujours la taille qui agit sur les langages entre eux. Là, on va voir encore
un gros spécimen qui va s'éloigner, même en présence d'un petit. Pourquoi? Parce que le petit, il était en position de dominance par rapport à lui. Et donc, les requins plus gros savaient qu'il devait les faire passer. Dans l'autre situation, on va voir le petit requin voilà, qui va partir et il arrive le plus gros. Dans ces cas-là, les dominances, c'était pas seulement parce qu'il était gros, mais parce qu'il était dans une position dominante. Maintenant, je vais laisser la parole aussi à François et je vais juste indiquer un peu un théorème, un message que les requins blancs nous envoient. Quand un prédateur atteint le niveau d'apex prédateur et il peut devenir responsable de sa propre disparition, la nature lui impose de développer un système de communication capable de mener à néant tous les conflits intraspécifiques. Bien sûr, c'est une hypothèse de travail, ce n'est pas quelque chose qui est définitif, mais ce qui nous a intéressé, vous amener, c'est le message effectivement qu'il nous envoie cet animal. Un animal qui est présenté de façon très négative, généralement dans les médias. Le docteur Compagnon, qui était, et qui fait partie, je disais, de notre comité scientifique, qui a été aussi conseiller scientifique du film de Spielberg, et il a essayé un petit peu de réduire les dégâts que ce film a fait, mais bon, Spielberg il voulait faire un requin de 12 mètres, il a juste réussi à réduire la taille à 8 mètres, et c'est tout ce qu'il a pu faire. Mais c'est d'essayer de faire comprendre qu'il n'est pas l'animal si dangereux que tout le monde pense qu'il est. Et en plus, il a la capacité vraiment d'interagir dans son espèce de façon pas du tout conflictuelle. Maintenant que nous commençons à comprendre son message et aussi son langage, parce que bien sûr, quand on rentre dans l'eau, et François vous expliquera mieux sa façon de s'approcher à ces animaux, il faut connaître son langage. Mais si on arrive à transférer ces langages, si on arrive à se faire comprendre, se faire accepter, les requins blancs ne nous attaquent pas. Donc ça, c'est quelque chose que nous considérons très important. Voilà. Je propose que François prenne directement le relais et nous garderons les questions pour la fin, sauf si pour une raison technique on a quelques minutes, voilà. Auquel cas j'autoriserai une ou deux questions. Il y a toujours compatibilité entre les requins, mais entre les PC et les Mac, c'est rare. Voilà, c'est comme ça. Le monde sauvage est un monde simple. Le monde technologique que nous bâtissons est très complexe. Bref, je vais juste parler des deux choses, les dangers avec les requins, le superprédateur, et après nous reviendrons au requin blanc de Méditerranée. Danger avec les requins, pour ceux qui n'ont pas vu ce que sont les dents de la mer, je vous propose de le voir maintenant. Normalement, la vidéo doit se mettre en route si le Mac, effectivement, je relance. Voilà. Avec les ordinateurs comme avec tout, il faut de la patience. Mais avec les requins, il faut surtout du respect. Beaucoup de respect. Et c'est comme ça que nous, les plongeurs, qui ne sommes pas des grands scientifiques, nous arrivons à les accompagner sous l'eau. Et je pense, et je crois, Primo, que tu ne me démentiras pas, que c'est comme ça qu'on peut comprendre le mieux leur comportement, sur le terrain et encore sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on sait si peu de choses sur les requins. C'est parce que c'est maintenant, depuis quelques années, que nous allons les voir pour de vrai, chez eux. Alors, il y a tout ce qu'on peut faire depuis l'extérieur, et Dieu sait si c'est essentiel, et puis il y a ça, qui est aussi une autre manière de les rencontrer.
une autre manière de les écouter. L'approche est toujours difficile, la surprise toujours très grande, car c'est nous les plongeurs, qui les effrayons. Et la difficulté n'est pas de se retrouver face à face comme ça, mais c'est après de nager avec eux. Les requins sont curieux, ils viennent, mais sont très méfiants. Et nous avons mis avec mes camarades Jacques Perrin et Jacques Cluzot, tous ceux qui ont participé au film Océan, des semaines pour tourner ces images que vous allez voir. D'abord, il y a plusieurs requins, on ne tourne pas une séquence avec un requin, comme le disait Primo, on est toujours entouré de plusieurs requins blancs, mais très rares sont ceux qui acceptent la présence des plongeurs. La plupart fuient. Et puis un jour, il y en a un plus gros que tous les autres. Un jour, il y en a un qui tout d'un coup est tellement sûr de lui qu'il vous fait la grâce de vous accepter pour quelques minutes. Et quelle que soit sa taille, quel que soit l'imaginaire qu'on a derrière, ce qui ressort, c'est de l'harmonie, c'est de la paix. Quand je suis là, à côté de lui, là presque sur sa nageoire, c'est une paix immense qui m'envahit. Et l'envie de vous le montrer 10 fois, cette séquence. Parce que les dents de la mer, c'est ça. Pas plus, pas moins. Un Seigneur qu'on ne peut comprendre qu'en allant nager avec lui. Et ces images que mon ami David Reichert, le caméraman, a fait, que Pascal Cobet a prises en photo, on les aime parce que c'est celles qui traduisent le mieux, qui est le grand requin blanc. Le grand requin blanc, c'est celui qui offre un moment formidable, c'est celui dont nous avons besoin, parce qu'il est le symbole, je dis bien le symbole, de la vie sauvage, indomptée libre. Cette vie sauvage qui est la seule à la démesure de nos rêves. Et c'est pour ça qu'il est important de le préserver. Deuxième chose que je voudrais vous montrer sur Apex Predator, c'est cette vidéo-là. L'Apex Predator n'est pas toujours celui qu'on croit. Voilà ce qu'on peut voir lorsque parfois on se trouve dans l'eau, en Afrique du Sud ce coup-ci, et non pas à Guadeloupe comme tout à l'heure, avec un grand requin blanc. Donc il y a en Afrique du Sud des petits manchots qui font au bas mot 40 cm et qui ne sont pas des apex prédateurs. Et pourtant, les voilà qu'ils vont nager sur le territoire du Grand Blanc. Et quand ils nagent sur le territoire du Grand Blanc, que se passe-t-il pour ces petits manchots? Ils se mettent à l'eau. Ils sont au centre de l'écran. Le requin blanc arrive car il l'a vu. C'est un plan séquence, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de trucage, vous allez voir. On a juste enlevé la partie très longue où le requin tourne, et le requin va revenir juste derrière. Vous voyez le manchot au centre, le requin arrive juste sous lui, et c'est le moment formidable de l'attaque. Ça y est, voilà le manchot. Voilà le manchot. Spielberg aurait dû tourner Le bec de la mer. Enfin, quoi? Où est le grand prédateur, hein? Voilà. Pam! Et l'apex prédateur se retrouve malmené. Et vous allez me dire, quelle chance! Non, pas du tout, c'est pas quelle chance. Je me suis retrouvé dans une situation où c'était des lions de mer qui chassaient un requin blanc, mais avec une rage. Ils étaient 2, 3 à le poursuivre. Ils arrivaient de devant, ils arrivaient de derrière. Les lions de mer, ça nage comme des elfes. Les lions de mer, il faut voir, ça virevolte sur place. Et quand ils prennent en chasse un super prédateur, on a juste envie de voler au secours du requin blanc.
et de dire arrêtez. Voilà le grand requin blanc. Dernière petite chose, je vais quand même vous montrer que de temps en temps, effectivement, le requin blanc, il arrive aussi, effectivement, à attraper les elfes, qui sont justement ces lions de mer. Rarement, Primo, tu ne me démentiras pas, quand elle joue dans les rouleaux près de l'île, en état d'ailleurs. En revanche, quand ces jeunes lions de mer reviennent de chasse, le ventre un petit peu lourd parce qu'elles ont bien mangé, et qu'elles reviennent près de leur île, que ce soit souvent à l'aube, il y en a des groupes qui arrivent facilement, et puis de temps en temps, des otaries qui restent un peu à la traîne, étourdis, ou alors encore une fois, elles ont peut-être trop festoyé pendant la nuit. Et à ce moment-là, les requins les prennent, enfin les requins, le requin prend en chasse. Et il y a quelque chose qui est fascinant, regardez, ces chasses, c'est la détermination du requin. Formidable, il ne la lâchera pas. Elle va fuir 10 fois, 15 fois, elle va lui échapper. Mais le requin fait preuve d'abord d'une souplesse incroyable, c'est une bestiole qui fait 4 mètres. Et jusqu'au bout, quand il a choisi sa proie, il la poursuivra et il l'attrapera. Pourquoi est-ce que je vous montre ces images qui sont un tout petit peu sanguinolentes? J'aurais pu montrer simplement des sauts sur des leurres, parce que lorsqu'on les étudie, on utilise des leurres pour voir un petit peu leur comportement de chasse. C'est pour maintenant passer à tout ce qui touche aux attaques. Comme ça, on va faire le tour de la question de la dangerosité des requins. Les attaques, quand un requin a choisi sa proie, comme je vous l'ai dit, il lâche pas. Ça, c'est sûr d'une chose, il ne lâche jamais. En revanche, quand il y a des accidents avec les surfeurs, et nous allons voir ô combien ils sont rares, le requin ne revient pas avec acharnement sur sa proie. Si nous étions au menu du requin blanc, au menu des requins, d'abord, je ne serais pas là. Et ce serait habituel, on n'en parlerait pas des accidents de requins. Il y aurait des centaines de personnes tous les jours qui seraient mordues par des requins. Nous sommes des millions de personnes à aller en mer dans des lieux où il y a des requins. Didier, qui est dans la salle, avec qui je suis allé nager avec les requins blancs. Tu as dû nager avec des requins blancs sans le savoir. Il suffit d'aller en Afrique du Sud nager avec les otaries. À ce moment-là, on ne vous demande pas d'aller avec une cage. Non, parce que vous dites, je ne vais pas avec les requins blancs, je vais avec les otaries. Et vous pensez que les requins blancs ne vous ont pas vu? Eh bien si, ils sont là. Il y a des centaines de plongeurs qui ont plongé avec des requins blancs sans le savoir. Mais les requins blancs, eux, ne prêtaient même pas attention aux plongeurs qui étaient là. Il y a des endroits dangereux. Ici, on est à Madagascar, expédition Cousteau, il y a une vingtaine d'années. Je prépare expédition, je cherche les endroits où on peut voir des grands requins. Je suis à Tuléar, c'est-à-dire sur la côte est, rien. On me dit, le bon endroit, c'est de l'autre côté, côte est, à Majunga, à Tamatave. Alors je dis, il faut qu'on fasse. On traverse toute l'île, traverser l'île Madagascar, je peux vous dire, c'est une aventure avec un Zodiac derrière le 4x4, bref, ça va nous coûter beaucoup. Et on arrive sur le lieu dit, où je vois le panneau, effectivement, ça, et je dis, mais pourquoi il y a ça? Ah, parce que l'endroit où il y a les bons requins, c'est les abattoirs. Les abattoirs. Alors, inutile de dire que nous ne nous sommes pas mis à l'eau dans cet endroit où les requins venaient manger les cadavres, parce que, tout d'un coup, ces requins formidables que nous allons filmer à l'extérieur de la barrière de corail, que nous allons filmer en pleine mer, et qui ne sont pas dangereux là-bas, dans ces circonstances-là, peuvent devenir dangereux. Tous les requins peuvent être, dans certaines circonstances, dangereux, même des baguettes de tambour comme ça. Ce sont les circonstances rarissimes qui font qu'il y a parfois des accidents. Mais dans les situations les plus normales, il n'y a aucun risque, aucun risque. Combien de risques par an? Qu'est-ce que ça représente?
Qu'est-ce que ça représente pour que le Times Magazine titre l'année, dont je vais vous montrer les statistiques, l'année des requins? Voilà, je vais vous dire. On va y aller, je reviendrai sur celle-ci juste après. C'était donc cette année-là. Ce qu'il y a de formidable avec les États-Unis, c'est que les statistiques sont formidables. Je peux vous dire que tout est noté. Et donc cette année-là, où il y a eu tant d'accidents avec les requins, où on a fait tant de cas des requins, il y avait eu dans l'eau 1 million de baigneurs, qui tous sont dans des eaux où il y a des requins. Des requins, il y en a partout aux États-Unis. Il y en a des blancs, il y en a des tigres, il y en a des bulldogs, il y en a sur toutes les côtes. Vous ne pouvez pas vous mettre à l'eau dans un endroit où il n'y a pas de requins. Eh bien, effectivement, il y avait bien eu quelques accidents, nombreux, et il y avait eu 52 accidents, ce qui est beaucoup, c'est une année où il y a beaucoup d'accidents. Mais en définitive, si vous regardez le nombre de décès, cette année-là, il n'y en avait quand même pas eu, alors qu'en revanche, il y avait eu 236 000 personnes qui avaient dû faire appel au secours parce qu'elles étaient en danger de mort, 70 000 qui étaient en train de se noyer, et en fait, combien il y a de morts? C'est tous soit par noyade, soit des collisions avec des hélices, soit les 132 morts que vous voyez, des gens qui ont été fléchés par leurs camarades. Ce que je veux dire par là, quand vous allez en mer, ce qui est dangereux, ce n'est pas les requins. Vous pouvez y aller tranquille. Ce qui est dangereux, c'est la mer. On peut s'y noyer, il y a des courants, et il y a aussi des voiliers, des bateaux, et des choses comme ça. Bref, les requins ne nous aiment pas. Vous avez plus de chances de gagner à la loterie nationale de très gros lots, une chance sur 14 millions, qu'un jour d'être importuné par un requin, une chance sur 16 millions. Et quand on regarde les statistiques sur les dernières années, parce que elles ne sont pas toutes fiables, des accidents non provoqués, parce qu'on compte dans les accidents les pêcheurs qui se font mordre, ça je n'ai pas compté, on compte les plongeurs qui donnent à manger aux requins et qui se font mordre, tout ça j'ai éliminé, je parle des accidents qui arrivent et qui ne sont pas provoqués, mais c'est bien le requin qui vient intentionnellement. Regardez, on a un nombre extrêmement limité d'accidents et aussi, et bien que ce soit toujours tragique, un accident mortel, extrêmement limité, une moyenne d'une dizaine de décès par an. Alors, si nous devons avoir peur de quelque chose, c'est surtout pas des requins. Tout le reste peut être dangereux, mais pas eux. Maintenant, on va revenir à ce qui était quand même l'objet de notre intervention ce soir, c'est cette sacrée Méditerranée. Les requins en Méditerranée. Bon sang, pourquoi les requins en Méditerranée? Pourquoi est-ce qu'on va faire une expédition pour aller les chercher alors qu'il y en a partout et on sait où les trouver? On va en Afrique du Sud, on se baigne comme on veut avec eux. On va à Guadeloupe, on est sûr de les voir. Didier, c'est merveilleux. On peut aller aussi en Australie. On connaît des spots super en Nouvelle-Zélande. On en connaît en Californie. Et nous, on va en Méditerranée. Pourquoi? Parce que ceux de Méditerranée sont en danger critique d'extinction. C'est une population particulière. Et celle-ci, elle mérite toute votre attention, toute notre attention. Parce que pour le coup, on risque de la perdre. Définitivement. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ces requins blancs? Comme le rappelait Primo, pas grand-chose. En définitive, ce qu'on voit le plus, c'est les requins empaillés. Et ici, c'est intéressant parce que vous avez le plus gros requin naturalisé. Il fait 6 mètres de long. Et vous savez où est-ce qu'il est? Il est dans un musée à Lausanne. Et où a-t-il été pêché? Chez nous, à Sète. Le plus gros requin aujourd'hui naturalisé dans le monde, vous pouvez aller le voir, il a été pêché à Sète. Chez nous, en Méditerranée. Sinon, voilà des images. Sicile, Italie, Calabre, vous en avez un en Espagne, vous en avez un en Tunisie, bref. Les requins de Méditerranée, on les voit comment? Morts. On les voit morts. Et en gros, ce sont les informations les plus importantes que nous avons sur ce requin extraordinaire, qui était l'un des plus abondants il y a un siècle encore. Ça ne fait pas grand-chose comme information, pas grand-chose. En 1940,
il y a un naturaliste, ça c'est des images qui sont tournées en Tunisie, qui montrent la même chose, des cadavres. C'est tout, encore une fois, ce que nous savons sur ces sacrés requins de Méditerranée, alors qu'en 1840, un naturaliste français qui s'appelle Marcel de Serres, qui est un Montpelliérain, a fait, pour le gouvernement français, une étude incroyable sur 10 ans, de ce qu'on connaissait de la vie, des migrations et de tout ce qui se faisait en Méditerranée, des déplacements des poissons. Et une minute, je vais vous lire ce qu'il dit de la Méditerranée. Et à l'époque, il y avait déjà des statistiques de pêche. Le mot statistique était déjà employé et on trouvait dans les grands ports, comme à Marseille, un relevé régulier, quotidien, de tout ce qui était débarqué. Bref, ainsi voyons-nous chaque année ces armées de poissons, sardines, maquereaux qui mangent les sardines, et les thons qui, à leur tour, se précipitent sur eux. Les thons eux-mêmes sont dévorés à leur tour par les squales qui les poursuivent avec un acharnement tel qu'ils préfèrent s'échouer sur les plages. Les pêcheurs profitent avec avantage de l'arrivée des requins et considèrent du meilleur œil leur présence. Parmi les squales, le grand requin blanc, Squalus carcarias, est de loin le plus commun sur les côtes de Provence. Un siècle et plus rien. Donc, nous nous sommes dit, avec un certain nombre de camarades, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces sacrés requins qui peuplaient la Méditerranée, dont on ne voit aujourd'hui plus que les dépouilles? Partons à leur recherche. On part à la recherche des grands blancs. Et que trouve-t-on sur les grands blancs? Formidable. Quelques témoignages, je ne sais pas, tout à l'heure, tu en as peut-être un à montrer à nouveau, mais voilà. Nous sommes en Adriatique, il y a une quinzaine d'années. Ce jeune garçon, qui a 8 ans à l'époque, vient de pêcher un énorme requin renard. Le renard est si gros qu'il ne peut pas le remonter sur le bateau. Et là, tout d'un coup, nom de nom, un autre requin, bien vivant et pas pêché celui-là, commence à tourner autour du requin renard. Tout est calme. Et puis, en quelques secondes, la situation va changer complètement. Le père qui filme avec sa petite caméra commence à s'affoler, et c'est un énorme requin blanc qui, sous les yeux des deux pêcheurs, dévore le grand requin renard. C'était en Adriatique, il y a 15 ans, l'un des rares témoignages qui montre en action un requin blanc vivant. Alors, Primo vous montrera peut-être tout à l'heure une vidéo. Si ensuite, j'ai peur que ça... Il y en a un peu plus récent maintenant, oui, de 2009, juste au Côte de Calabrie, c'est qui est intéressant, qui montre la proximité avec la côte. Avec donc... la côte. C'est alors, intéressant. Tu veux le montrer maintenant? On peut essayer de switcher. Si on y arrive... Pourquoi est-ce qu'on switch et que c'est difficile de le faire et qu'on le fait quand même? Voilà. Parce que c'est rarissime ces images de requins blancs en Méditerranée. C'est ça qui nous pousse à aller le chercher. Ils sont là, ils existent. Il est resté presque 10 minutes autour d'un bateau de jeunes pêcheurs au sud de la Calabrie, et vous verrez dans quelques instants la distance directement de la côte, c'est même pas 500-600 mètres, c'est vraiment assez proche. Et ce qui est intéressant aussi, qu'il s'agit d'un animal assez petit, autour de 2 mètres, donc qui confirme la possibilité qu'en Méditerranée, on a des lieux de reproduction, peut-être. Il faut savoir qu'il y a 1 an et demi, l'été juillet, je crois, 2013, 2 jeunes pêcheurs à la palangrotte ont filmé avec leur téléphone portable un grand requin blanc à quelques encablures de la plage de Pampelonne. Saint-Tropez,
le lieu de villégiature le plus huppé, attire aussi les grands requins blancs. Alors, on s'est dit, grand requin blanc, nom de nom, très difficile de voir les grands requins blancs en Méditerranée, mais si on n'en voit pas, allons chercher les autres requins. Y a-t-il des grands requins en Méditerranée? Mais il y a plein de requins en Méditerranée, nous dit-on sur les affiches. Et oui, effectivement, on signale du grand requin blanc, du requin maquot, du requin taupe, du requin renard, du requin marteau. Saviez-vous qu'il y avait des requins marteaux en Méditerranée? Eh bien oui, plein. Tous ces requins qui régnaient sur notre Méditerranée, eh bien, ils ont quasiment disparu. Et quand je dis disparu, c'est disparu. Nous sommes allés chercher en Tunisie, nous avons discuté avec les pêcheurs qui capturent régulièrement du requin blanc. Nous avons discuté avec ces pêcheurs qui sont spécialisés dans la pêche des raies et des requins. Et l'un d'entre eux, sage et pas si vieux, nous a dit, moi les requins marteaux, je les ai beaucoup pêchés. Depuis 1980, on n'en voit plus du tout. Et un autre nous a dit, moi les requins maquots, je les ai beaucoup pêchés. Depuis quelques années, ils sont tout petits. Et un autre nous a dit, bref, tous les pêcheurs, et je pense qu'en Italie c'est la même chose, disent, les requins ont subi une telle pression de prédation que toutes les populations, et je pense que l'IUCN a fait un rapport récent qui montre que toutes les populations, non seulement sont en chute libre, mais que certaines d'entre elles, comme tu le rappelles, les données plus récentes parlent que pour les requins pélagiques, c'est-à-dire les requins bleus, requins éléphants, maquots, requins blancs, les requins renards, etc., dans les derniers siècles, on a eu une réduction entre 97 et 99% de la population. Ce qui veut dire que dans les prochaines années, à part, il y a les requins bleus qui, semble-t-il, qui est en train de se reprendre un peu à la suite de l'élimination des spadari, qui étaient des systèmes de pêche assez problématiques. Mais pour la plupart des autres espèces pélagiques de requins, la destination est très inquiétante, donc pas seulement pour les requins blancs. Requin bleu. Avec mes camarades, on se dit, ouf, on a des solutions de secours. Requin blanc, très difficile, mais au moins on va faire un film sur les requins de Méditerranée. Puis quand même, des beaux requins, les requins bleus. Après 3 sorties en mer, nuit et jour, ballottées avec des spécialistes, des pêcheurs, nous n'avions rien vu. Et il a fallu attendre le concours d'une petite association qui s'appelle Regard du Vivant, Fred Larrey, et Thomas Roger, qui nous ont emmenés sur un lieu où eux-mêmes savaient où on pouvait voir des requins bleus. Voilà ce que ça a donné. C'est un requin bleu en Méditerranée. C'est rare. On se dit que ce requin bleu en Méditerranée est rare. Il était tellement banal, que on considérait que ces requins pendus sur les potences des ports, les concours de pêche au gros, étaient quelque chose d'ordinaire. Voilà ce que... cette photo a été prise, je crois, en 92. On voyait à Port-Camargue. On faisait pas mal. C'était des requins. Mais bon, c'était régulier. Et cette pêche au gros, associée aux captures sur les palanques des pêcheurs professionnels, associée lors de la grande époque des filets dérivants, a fait que même cette espèce qui est extrêmement prolifique pour les requins, ils peuvent avoir 40 petits, ceux-là. 40! Eh bien, même cette espèce extrêmement prolifique, elle a quasiment disparu. Et je ne parle pas de tout ce qui est requin maquot qui, lui, a quasiment disparu. Requin maquot, lorsque nous sommes allés avec René Euzet voir les requins blancs, on a fait une semaine de plongée intensive, on était en Tunisie, on a tout mis en œuvre. Eh bien, on a tout mis en œuvre pour voir ça. Un pauvre petit requin maquot.
c'est tout ce qu'on a vu après avoir tout mis en œuvre. Quand on dit tout mettre en œuvre pour un plongeur, ça veut dire qu'on met beaucoup d'odeur dans l'eau. Parce que vous savez, les requins, si vous ne mettez pas du broyat de poisson dans l'eau, et en Afrique du Sud, on en met du solide, pour y avoir été, je connais, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Les requins ne viennent que si on les attire lourdement. Eh bien, même en les attirant lourdement, on n'a pas vu grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on a vu comme requins? Vous allez me dire, voilà, ils sont là pour nous raconter des requins de Méditerranée, mais en définitive, ils nous disent qu'ils n'ont rien vu. Mais quand même, il y a des requins qui, bien qu'ils soient pêchés, et bien qu'ils subissent eux aussi une forte pression de prédation, sont un tout petit peu moins en danger que les grands requins de surface, le bleu, le taupe. Pourquoi? Parce que ces requins-là, c'est les requins grisés, qui vivent dans les grands fonds. Ils peuvent vivre à 1500, 2000 mètres de profondeur. Alors vous allez me dire, oula, vous êtes un escroc, monsieur Sarano. Comment avez-vous filmé en plongée un requin qui vit à 2000 mètres de profondeur? Eh bien, il se trouve qu'il y a quelques endroits au monde, et le meilleur est en Méditerranée, en Sicile, je vous montrerai pourquoi dans 2 minutes, il y a entre la Sicile et l'Italie des phénomènes de recourant, de remontée d'eau profonde, qui permettent à ces requins qui vivent très profond de venir chasser dans les eaux de surface lorsque la nuit est sans lune. Et c'est à ce moment-là qu'avec mes camarades, nous sommes allés voir ce grand requin grisé, qui est un requin incroyable. C'est un des plus primitifs qui soit. Ce requin-là, il n'a pas 5 fentes branchiales comme les autres, il en a 6. Il n'a pas 2 nageoires dorsales comme les autres, il n'en a qu'une, une toute petite à l'arrière. Ce requin-là a aussi un œil très particulier. Ce requin, c'est un rescapé de la préhistoire. Et plus vieux que les dinosaures. Ce requin-là est quasiment inchangé depuis 150 millions d'années. C'est pour ça qu'il est très différent des autres. Et pourquoi est-ce que ce requin-là, on le trouve encore? Parce qu'il vit profond, loin de nous les hommes. C'est pour ça qu'on le voit encore. Ça veut dire une chose, c'est que la disparition de tous ces animaux, les grands animaux, c'est vraiment notre faute. Dès qu'ils sont un peu loin de nous, alors ils arrivent à survivre. Et pourtant, on le pêche, ce requin. Mais regardez un petit peu, sa silhouette incroyable, c'est le requin blanc des grands fonds. Donc le requin grisé doit faire 4,50 m au moins celui-ci. Il y a un coin pas proche de l'étroit de Messine, plus vers la Calabrie, où peut-être il y a un lieu de reproduction parce que des plongeurs ont pu voir sur même pas 10 mètres de plongée, des profondeurs, des femelles qui semblaient être prêtes pour les problèmes qu'il faut organiser aussi là. Les activités scientifiques, là, le gros problème, c'est les ressources financières pour les chercheurs pour pouvoir faire certains types d'études qui ne sont pas toujours suffisantes. Ce ne sont pas des animaux qui intéressent la politique. Il y a des scientifiques qui s'intéressent, mais les ressources ne sont pas assez importante pour ces études, pas seulement en Italie, mais même en France, en Espagne. Il y a en France un programme Ifremer sur les requins gris. Il y a plusieurs programmes, mais c'est toujours beaucoup moins important de ce qu'on dépense pour beaucoup d'autres espèces qui sont côté commercial sans doute plus intéressantes, mais aussi les requins doivent avoir leur respect et leur part d'études. Alors, juste pour resituer ce dont parle Primo, et encore une fois, vous allez voir souvent cette carte-là, parce que c'est vraiment l'une des dernières régions où on peut voir les grands requins. Alors, le requin grisé que vous avez vu, il a été filmé juste là où la Sicile va toucher la boîte italienne, à Messine. Parce que, dans ce détroit, entre le bassin
Tyrrhénien au nord et Ionien au sud, deux bassins très très profonds, mais vraiment très profonds. Vous avez 4000 mètres pratiquement ici et 2007 ou 3000 un petit peu au nord des îles éoliennes qui sont au nord de la Sicile. Avec passage des thons, passage de plusieurs types de proies pour beaucoup de ces animaux d'ailleurs. Alors que dans ce resserrement-là, 40 mètres de profondeur. Génial. Mais qu'est-ce qui se passe même dans notre petite Méditerranée, petite, où les marées ne se font pas sentir, dans cet endroit-là, parce que les deux bassins réagissent différemment, il y a des courants d'enfer. Regardez bien cette vidéo. En 5 minutes. Voilà, nous sommes à côté de cette bouée, le temps est calme, pas de vent, le soleil, et voilà. Nous filmons calmement, et tout d'un coup, arrive du nord un courant qui vient contrecarrer le mouvement du courant plus profond du sud, et voilà que dans cet endroit-là, regardez la bouée, le courant atteint 5 nœuds. Et non seulement, 4 nœuds 7, et non seulement ce courant est d'une violence inouïe, mais les deux courants, celui du profond et celui de surface, se contrecarrent, tellement que ça crée ce que vous avez vu, ces sortes de vagues incroyables. Et cet endroit-là s'appelle Charybde. C'est ici que les bateaux des Grecs et des Romains qui comptaient traverser tranquillement le détroit de Sicile se faisaient prendre. Alors comme ils étaient à rame, qu'ils n'avaient pas des moteurs comme nous, c'était compliqué. Quand en plus il y avait du vent, vous imaginez ce que ça devait être. Et alors, ils croyaient échapper à ces tourbillons et ils passaient de l'autre côté en Scylla, où il y a exactement les mêmes tourbillons, et là aussi, ils se faisaient prendre dans ces incroyables remous. Et nous, jeunes plongeurs inexpérimentés, nous sommes allés justement, je vais remettre, dans cette zone-là, on pensait voir le requin, on pensait évidemment le trouver, mais nous avions justement oublié qu'il y avait du courant. Je vous montre nos sorties de plongée. Petite sortie de plongée, tout va bien, l'eau est calme. On nous avait prévenu, 1 heure, pas plus. Après ça, il faut remonter. Voilà, si nous baissions un peu la lumière, enfin bon. Regardez, à l'arrière, 4 nœuds 5 de courant, voilà la sortie de plongée. Plongée de nuit, l'eau n'est pas chaude, je vous dis, 14 degrés, vous avez fait 1 heure et demie, vous êtes content quand vous vous faites cueillir à froid par un courant comme ça. Et c'est ce courant-là qui permet aux requins grisés de venir chasser dans cette région. C'était une plongée avec courant, comme on dit. Alors, donc, maintenant, on se dit, ok, les requins ont disparu, ils ont quand même quelques indices qui leur permettent de dire on peut les trouver. Où aller les chercher? Où aller les chercher et pourquoi? Pourquoi? D'abord, refaire un tout petit schéma général de ce qui se passe en Méditerranée. C'est une mer fermée. Par conséquent, comme tu le soulignais, Primo, les populations sont isolées. Mais quand même, la Méditerranée, elle communique avec l'Atlantique. Comment communique-t-elle? Elle communique, c'est juste après, c'est pas cette vidéo. Elle communique par Gibraltar. Alors au niveau de Gibraltar, il y a un courant, regardez, qui rentre de l'Atlantique en Méditerranée et qui va littéralement irriguer l'ensemble de la Méditerranée. C'est un courant de surface. Et bien des animaux marins, les thons, les requins, les cétacés aussi, j'en profite pour lancer une perche.
à Olivier. Les cétacés rentrent en Méditerranée par ces courants-là. Et il est très difficile de savoir, avec des observations si restreintes que nous avons sur les requins blancs de Méditerranée, si véritablement, même si la population semble différente génétiquement de celle de l'Atlantique, s'ils ne sortent pas quand même en Atlantique. On ne sait rien. On ne sait rien de ce qu'ils font. Bon, bref, ils rentrent comme ça un certain nombre d'animaux marins par Gibraltar. Mais, évidemment, ils sortent aussi par le même Gibraltar. Voilà. Et comment sortent-ils? Par un courant profond. Pourquoi un courant profond? Parce que lorsque l'eau en Méditerranée se réchauffe et s'évapore, elle devient très salée et très dense et elle coule. Elle coule. Et comme il y a de l'eau qui rentre, il faut bien qu'à un moment donné, si on ne veut pas que ça déborde, ça ressort. Et donc, l'eau la plus dense va ressortir par le fond de Gibraltar. En surface, on rentre, par-dessous, on sort. Et c'est comme ça que les animaux que nous recherchons nous échappent. Peut-être même sont-ils plus nombreux que nous le pensons, parce que lorsque nous mesurons à un instant T. Nous ne connaissons pas la vie des grands requins blancs. Rien du tout. On suppose, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il y a par moment des requins qui viennent se reproduire en Méditerranée. Il y a eu plusieurs hypothèses, mais l'une des hypothèses est quand même ces régions de plateaux très peu profonds, dont l'une est le golfe de Gabès. L'une est le golfe de Gabès. À côté de l'île touristique de Gerba, viendraient mettre bas les grands requins blancs. C'est quand même séduisant, ça. C'est génial, c'est génial. Et il n'y a jamais eu d'incident. Jamais eu d'incident. Alors, je dis un mot, je te laisse la parole après sur tout ça, mais ici, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est là? Parce que les pêcheurs prennent des grands animaux. Quand je dis des grands animaux, c'est souvent des grandes femelles, non seulement adultes, plus de 4,50 m, comme tu le rappelais, mais pleines. Pleines, eh oui. Et donc, ces grandes femelles pleines sont souvent prises dans cette zone-là du golfe de Gabès, souvent dans le détroit, parce qu'elles sont prises par les seineurs, ou qu'elles sont prises dans des chaluts. Et autre chose, on a vu des petits requins blancs, les pêcheurs avec lesquels je travaille en Tunisie, ont signalé des tout petits requins blancs, juste au large de l'île là, qui est juste au nord de Djerba, je ne me souviens plus trop le nom, juste là. Et quand après, on regarde un petit peu les informations, et qu'on essaye de les mettre les unes après les autres, on interviewe les types qui chalutent, les types... Il semble qu'il y ait quand même une histoire intéressante. Les grands, on les voit, tout est conditionnel, on ne les a jamais vus, c'est l'hypothèse. On les voit arriver en octobre-novembre, dans le nord ici de la Tunisie. Puis, ils sont pêchés un peu plus ici, dans cette zone plus près du golfe de Gabès. Décembre, janvier, quand vous mettez tous les points. Et les petits, on les voit en avril, juste dans cette zone qui est toujours cette zone près de la petite île là. L'hypothèse serait peut-être que les requins qui évidemment ne séjournent par là font comme dans d'autres mers du monde de grands circuits ou qui les amènent chasser en haute mer ou sur les côtes françaises ou en Espagne ou peut-être même en Atlantique, reviendraient à une époque qui correspond donc, allez, on va dire octobre pour simplifier, dans ces zones-là pour mettre bas pendant l'hiver et on verrait après les petits et les grands individus se redisperser pour après disparaître. Alors, dites, oulala, sur peu de données, il dit beaucoup de choses, ce monsieur. Vous avez raison. Mais on a vu les dernières études sur les grands requins blancs du Pacifique. Et ces grands requins blancs-là font aussi
des voyages incroyables. Ils partent, je vais vous montrer une carte, ils partent de l'île de Guadeloupe, on va y retourner à Guadeloupe, et ils font là des migrations invraisemblables. Voilà, la petite île de Guadeloupe, ici, vous voyez, cette petite île qui est juste au large de la Basse-Californie, et ils partent, on va dire, février, pour simplifier les choses. Ils s'en vont loin de cette petite île, vers le large. Certains vont même jusqu'à Hawaï et reviennent pour certains à partir de juillet, souvent les mâles, et puis septembre, octobre, les femelles reviennent à Guadeloupe. Donc elles partent et on ne savait pas ce qu'on faisait. Et puis on a remis des balises sur ces requins et on a précisé les circuits. Et là on s'est aperçu qu'on se trompait. Les mâles font bien ce genre de choses, mais les femelles ont un circuit qui ne fait pas 1 an, mais qui fait plus d'1 an et demi. Ce qui laisse penser que la gestation est plus longue que prévu et fait 1 an et demi. Ce qui change complètement les hypothèses maintenant pour la Méditerranée, parce que là, tout d'un coup, si on a des circuits comme ça, on peut se dire que le voyage du grand requin blanc méditerranéen et peut-être hors Méditerranée peut être plus long, et que notre échantillonnage est bigrement compliqué si le circuit de déplacement de ces requins, il fait plus d'1 an. Là, tout d'un coup, ça va être très compliqué. Non seulement il n'y a plus de requins, non seulement il est très difficile de les capturer pour poser de balises, mais si leur circuit ne fait pas 1 an, alors là, compliqué. Et c'est vraisemblablement l'histoire. En revanche, dans la même zone de celle que je vous ai montrée il y a 2 minutes, le golfe de Gabès, il y a encore pas mal de requins, plus petits bien sûr, mais qui sont les requins gris. Enfin, pas mal, pas assez. Leur taille diminue beaucoup parce qu'ils sont pêchés. Mais voilà ce qu'on peut voir dans toute cette région du sud de l'Italie, où ces images ont été filmées par mon ami Roberto Rinaldi, le plus grand plongeur actuel. Et Roberto, qui nous a beaucoup aiguillés sur ces histoires de requins, nous avait indiqué cette zone, Pantelleria, Lampedusa et la zone de Sicile, qui semble être le triangle des requins en Méditerranée. Le triangle parce qu'il y a à la fois ces zones vastes et planes où les requins viennent se reproduire et des fosses très grandes où peut-être les petits descendent-ils pour disparaître, parce que des petits, on n'en voit pas beaucoup. Ou, en tout cas, une variété très importante de biotopes qui permettent de les, de penser qu'ils viennent ici de façon préférentielle. Dernière petite chose, et après, je laisserai les questions sur les raisons de la disparition des requins. C'est pas compliqué. C'est la pêche, et encore la pêche, à 99%. Vous me dites, pourtant, on n'empêche pas beaucoup de requins. Eh oui, mais les requins, ce sont des tops, et donc, ils sont très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux, les grands poissons. Il y a beaucoup en bas, mais les grands, ils sont très peu nombreux. Donc, quand on en prend un, ça cause des dégâts considérables, parce qu'encore une fois, ils ont une maturité sexuelle tardive. Alors, tous ces grands poissons-là, je passe, il y a les espadons, il y a les raies comme ça, mais... pardon, ça c'est tous les dégâts. Voilà, la maturité sexuelle du requin blanc. 10 ans, 4,50 m, c'est les données approximatives que nous avons. Vous vous rendez compte? Il faut attendre 10 ans pour qu'ils se reproduisent. Il faut attendre 4,50 m. Ils sont rares, ces requins. Donc, quand on en prend un, on fait des dégâts considérables dans les populations.
ces populations ne peuvent pas supporter la moindre pression de prédation. Les grands prédateurs sont les animaux les plus fragiles de la planète. Les plus fragiles. Il n'y a pas plus fragile que les grands prédateurs. Arrêtons l'idée que ces grands prédateurs règnent sur le monde. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ceux qui règnent sur le monde, ce sont les intempéries. C'est le froid, le chaud, la sécheresse. Ce sont les bactéries. Oui, ça règne sur le monde. Cette vie sauvage, ne vous inquiétez pas, elle nous survivra. Mais les fragiles, c'est les lions, c'est les requins blancs, c'est les grands animaux, c'est ceux que nous voyons, c'est ceux que nous aimons, c'est ceux qui nous sont chers. Or aujourd'hui, notre exploitation, aujourd'hui, notre développement mal contrôlé, il affecte quoi dans la vie sauvage? Ces grands animaux, pas les autres. On va laisser, si on continue comme ça, à nos enfants une mer où il n'y aura que des crabes et des méduses, une terre où il y aura des rats et des goélands. Il ne faut pas se faire souci pour la vie. Même dans des conditions invivables, elle nous survivra. Une bactérie, une génération, toutes les 20 minutes. Toutes les 20 minutes, ça se reproduit. Toutes les 20 minutes, au cours de cette reproduction géniale, il y a une erreur. Parce que la reproduction n'est jamais parfaite. Chaque erreur, c'est de la différence. Et cette différence, c'est peut-être une potentialité extraordinaire pour conquérir un nouveau milieu. Et en tout cas, c'est certainement une solution lorsqu'il y a du changement. Toutes les 20 minutes, les bactéries sont capables de trouver une solution à un changement. Nous, les hommes, tous les 20 ans, les requins blancs tous les 10 ans, les lions, n'en parlons pas. Qui c'est qui est fragile là-dessus? C'est les grands prédateurs, nous qui nous croyons les rois du monde. J'écoutais la radio hier et j'entendais « Les hommes ont réussi par leur génie à dominer la planète ». Non mais nous rigolons ou quoi? Nous rigolons. Nous sommes en train de faire le lit de toutes ces espèces qui se reproduisent très très vite, et en particulier des bactéries, qu'en bons scientifiques, nous sélectionnons avec une assiduité formidable. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut sélectionner des animaux résistants? Eh bien, on les soumet à des stress formidables. C'est ce que nous faisons toute la journée avec nos antibiotiques et avec tout. Donc, nous sélectionnons depuis 50 ans, avec une formidable assiduité, tous les agents pathogènes qui seront les maîtres du monde demain. Ce ne sera pas le requin blanc. Donc, si nous voulons un équilibre, appuyons-nous sur ces grands animaux qui nous offrent une démesure de rêve, de la paix et de la sérénité. Parce que, attention, lorsque nous les aurons perdus, ils ne reviendront pas. Alors, j'ai été un peu long, mais... Pardon.